Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Emeline, la créatrice du compte Instagram Sacrée Pondeuse, pour parler majoritairement de dons d'ovocytes, une cause tellement actuelle et importante dans notre société, car il en manque cruellement en France. Mais avec Emeline, on a aussi abordé son statut de child free, c'est-à-dire de personne ne souhaitant pas devenir mère, un désir de ne pas avoir d'enfant présent chez elle depuis toujours. Nous avons également évoqué son statut de belle-mère, qui bizarrement ne l'a pas du tout freinée quand elle a rencontré son mari, déjà père d'une enfant de 4 ans à l'époque. Et puis enfin, de son cheminement vers le don d'ovocytes, des aspects techniques aux convictions idéologiques, en passant par quelques bribes féministes et surtout profondément humanistes. Bref, c'est une conversation que j'ai adoré mener et qui, je l'espère, te plaira autant qu'à moi. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Emeline. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci à toi de m'accueillir sur Prenons un café. Eh ben écoute, avec grand plaisir, moi je suis super contente. Est-ce que tu peux pour commencer te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Emeline, j'ai bientôt 40 ans, pas encore tout à fait, mais bientôt. Je suis responsable marketing dans la vie et puis je suis aussi belle-mère et maman de 2 chats. Voilà. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Eh ben c'est déjà très 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 cool. Alors, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café, à savoir, est-ce que tu désires être mère d'humains ? Non, je ne désire pas et je n'ai jamais désiré être mère d'un ou plusieurs petits humains. Même si mes meilleurs amis te diront « Oui, c'est pas tout à fait vrai, il y a eu un moment dans ta vie… » Oui, une fois, quand j'ai rencontré mon mec, je me suis dit « Ah, il serait un bon père. » Mais non, sinon, je suis ce qu'on appelle une child free par choix. Et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais souhaité avoir d'enfant. Comment ça s'est matérialisé finalement cette question ? Parce que autant quand, et c'est assez étrange d'ailleurs ce que je vais dire, mais quand on désire des enfants, et il y en a beaucoup, enfin quand je pose cette question-là, qui me disent qu'ils se sont jamais posé la question, juste ils ont eu des enfants. Quand tu ne veux pas d'enfants, bizarrement, tu dois te poser la question. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on se pose pas la question quand on en veut, mais quand on n'en veut pas, on se pose la question et en plus, on te pose beaucoup la question. À quel moment tes premiers questionnements autour de ce désir de ne pas avoir d'enfants sont arrivés ? Alors, c'est vrai qu'on pose souvent la question, parce qu'effectivement, quand tu te présentes, les gens disent souvent, et souvent les femmes d'ailleurs disent je suis mère et combien elles ont d'enfants. Moi, c'est pas le cas. Et c'est vrai que je me souviens de mon adolescence où il y avait beaucoup de questionnements autour de la maternité dans ma famille, etc., parce que j'ai une tante qui est un peu plus jeune. Et en fait, moi, j'ai toujours dit que j'aurais pas d'enfants. Je me souviens, à l'adolescence, même un peu avant, 13-12 ans, j'étais au tout début du collège, je disais non mais moi je me marierai pas, j'aurai pas d'enfant. Voilà, c'était, je pense que dans ma famille on prenait beaucoup ça comme un signe de rébellion. On m'a toujours dit tu changeras d'avis, etc. Et en fait, non, j'ai jamais changé d'avis. Et vraiment, maintenant, avec le recul, quand j'y pense, je me rends compte que petite, donc j'ai 2 plus jeunes frères, j'étais pas forcément intéressée par les bébés qu'ils étaient. Je cherchais pas à jouer avec les bébés comme certaines de mes copines qui voulaient voir le petit bébé, changer les couches, aider la maman, etc. Moi, ça m'a jamais intéressée. Et je pense qu'en fait, oui, j'ai eu beaucoup de questionnements parce que forcément, tu vois, la société te rappelle que bah, une femme, c'est aussi en devenant mère qu'elle s'accomplit, etc. Et moi, j'ai toujours dit que je m'accomplirais par plein d'autres choses, mais que c'était pas quelque chose qui m'attirait, que ça m'intéressait pas. J'ai jamais vraiment eu cette envie, tu vois, comme certains n'ont pas forcément envie de voyager ou de faire du parachutisme. Bah, moi, c'est plus mon truc, le parachutisme. Voilà. Donc c'est voilà, quelque chose qui tout bonnement n'a jamais existé chez moi. Et chaque fois que je me suis posé la question, j'ai fini par me dire non, en fait, c'est pas pour moi. Après,
pour être transparente, il y a aussi un peu de passif dans ma famille, c'est-à-dire que l'historique de la maternité, c'est quelque chose d'assez compliqué. Moi, je suis née, pas prématurée, mais faisant le poids d'un prématuré. Il y a eu des femmes qui ont eu des difficultés avec à avoir des enfants. Il y a eu des bébés, qui sont décédés à la naissance et cetera. Donc mon historique familial qui est lié à la grossesse, à la maternité est quand même assez lourd. Et moi, c'est quelque chose qui, je pense aussi, m'a toujours, auquel j'ai jamais voulu toucher, quoi. Tu disais tout à l'heure, qu'on te disait beaucoup, qu'on t'a beaucoup dit que tu changerais d'avis. Est-ce que tu as ressenti une certaine pression, de la part, de ta famille, de tes amis, de la société en général, par rapport à ça? Oui, pas mal. C'est vrai que, toujours pareil, quand j'étais jeune adulte, j'avais mes cousins qui commençaient à avoir, leurs enfants et donc ma grande tante, qui était dans une espèce de compétition avec ma grand-mère. Moi, je suis l'aînée de ma cousinade, en fait, hein, donc je suis la première de 7 petits-enfants et donc on me disait toujours: «Et toi, regarde, voilà, ma grand-mère me disait: «Regarde, ma belle-sœur, elle a déjà, 3 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, moi j'en ai pas, quand est-ce que ça va venir?» Voilà, donc il y avait ça, toujours à demi-mot. Ma mère aussi, au fur et à mesure des années, c'est devenu plus difficile pour elle. Et puis un jour, je lui ai dit: «Bon écoute, c'est mon choix, je te demande de le respecter». Elle a eu une phrase un peu malheureuse devant des amis et je lui ai dit: «Là, on arrête en fait. Je te demande de respecter mon choix et d'accepter de vivre avec». Et donc voilà, c'est après, je suis aussi féministe, donc bon, je crois que ça a été un peu acquis, dans ma famille comme bon, voilà, c'est, c'est un lot, c'est un package. Il faut l'accepter comme elle est. Mais oui, après, tu sais, il y a aussi beaucoup, quand tu arrives dans un nouveau groupe d'amis, tu toujours ces gens qui comprennent pas bien, voilà, tu as 30 ans, tu es en couple, ou on te dit: «Mais pourquoi? Mais comment tu vas laisser une trace? Mais» Non, mais je suis toujours étonnée. En fait, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre, à comment on peut à ce point questionner les choix et les envies d'autrui, même si on les comprend pas, mais qu'on n'a pas les mêmes surtout. C'est pas tellement qu'on les comprend pas parce que parfois on peut comprendre un choix sans le vivre, mais là c'est vraiment le fait de pas vivre la même chose et parce que quelqu'un a un modèle différent du tien, tu te permets et qui sort un petit peu de la norme finalement de, un mari, enfin un papa, un maman, 2 enfants, garçon-fille si possible. Tu vois cette norme-là qui est quand même très, très imposée à partir du moment enfin imposée, présente en tout cas, et à partir du moment où tu sors de ça, les gens se permettent énormément de questions. D'ailleurs, enfin pourquoi? Je veux dire, là, c'est logique que je t'en pose des questions parce que c'est le but, hein. Mais dans la vie civile, on va dire, je sais pas si, enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée, en tout cas, de poser vraiment à ce point des questions aussi intrusives, en fait, à quelqu'un sur un choix de vie différent, juste parce que c'est différent. après, si tu veux, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils ont envie de comprendre. Et moi, ça me dérange pas d'en parler parce que c'est aussi en parlant que on casse les normes qui existent pour faire que mon choix devienne aussi une norme. Donc ça, j'ai pas de problème. Ce qui est gênant, c'est quand tu as cette question qui est teintée de jugement. C'est genre, mais comment est-ce que tu vas laisser une trace? Mais personne ne se souviendra de toi. Ce qui est assez faux quand même, a priori. Et ce qui est assez vrai dans l'autre sens aussi, hein, parce que tu peux avoir des enfants. Je pense qu'au bout de 3, 4 générations, personne ne se souvient vraiment de qui tu étais de toute façon. Et il y a plein d'autres manières de marquer l'univers qu'en ayant des enfants. Tu vois, c'est chacun fait son choix de comment il a envie de marquer les gens autour de soi. Moi, j'ai beaucoup d'amis, je fais des activités, du bénévolat. Je pense que j'ai un impact à ma manière. Il y a question et il y a ces questions teintées de jugement, tu vois. Après, ça m'a amené aussi dans des situations cocasses. Je me souviens, je venais de commencer dans le boulot dans lequel je suis actuellement. Et puis ma collègue, au bout d'un moment, elle me dit: «Mais en fait, tu sais quoi? Je croyais que tu étais lesbienne». Parce que comme tu avais pas d'enfant et que tu étais un peu militante comme ça, et ben, je m'étais dit que tu étais lesbienne. Je dis: «Bah non» et quand même, mais en fait, c'est cette espèce de cumul de stéréotypes qui font que, tu vois, les gens, ils ont besoin de se dire qu'il y a des raisons. Genre peut-être pas qu'elle a pas d'enfant parce qu'elle est pas dans un couple hétéro dans lequel c'est facile de Ouais, mais quand bien même si tu avais été lesbienne et que tu avais dit: «J'ai envie d'avoir des enfants», ça aurait encore questionné parce que ça rentrerait pas dans le cadre, en fait. Donc en fait, pour qu'une femme ne veuille pas d'enfants, ce qui est accepté, c'est que finalement, qu'elle n'ait pas d'enfants, c'est que soit c'est compliqué pour elle d'en avoir ou soit, elle ne peut juste pas en avoir, quoi. c'est ça, c'est ça. Après, moi, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cercle d'amis, je suis dans un cercle, assez hétéroclite et donc je suis pas la seule à pas avoir d'enfants, que ce soit par choix, pas par choix, par réflexion, sociétale sur, est-ce que c'est un désir profond ou pas un désir profond? Mais donc j'ai la chance aussi d'être entourée de femmes qui font des choix, qui sortent un peu du cadre, actuel, qu'on nous impose un petit peu.
Tu disais en début d'échange que tu étais belle-mère. Est-ce que c'est un rôle que tu avais imaginé avoir un jour? Alors, absolument pas, absolument pas, et c'est un rôle qui est très intéressant à avoir. Alors, bon, moi, je connais ma belle-fille depuis qu'elle a 4 ans. Maintenant, c'est une jeune femme de 11 ans, donc une préadolescente. Voilà, donc je l'ai pas eu, j'ai pas connu ce que c'était d'être belle-mère d'un bébé, mais d'un petit enfant. Donc non, j'imaginais pas du tout ça, dans ma vie. Enfin, moi, c'était très clair, qu'il y aurait pas d'enfant. Donc je me suis ajustée, quand j'ai rencontré, Mathieu, mon mari, et puis j'ai appris, à faire avec ce nouveau rôle. Voilà. C'était pas rédhibitoire pour toi? Parce qu'en fait, cette question du désir d'enfant, c'est du côté de tu ne veux pas de maternité? C'est juste une question, dans le corps? Parce que même si c'est pas une maternité à 100%, c'est quand même une forme de maternité. Et oui, tout à fait. Alors, c'est hyper intéressant parce que tu n'es pas la première personne à avoir cette remarque, et à me faire réfléchir, sur ce sujet-là, et je m'étais jamais posé la question. Quand j'ai rencontré, Mathieu sur les applications de rencontres, bon, il a été très clair dès le départ sur le fait qu'il avait un enfant. Moi, je me suis dit qu'il fallait un peu, tester d'autres choses, rencontrer d'autres personnes, et je me suis dit: «Bon, on va pas se freiner là-dessus», et donc on s'est rencontrés. Ça s'est fait assez naturellement. Cette première rencontre, moi, j'étais hyper stressée parce que, ben, j'allais faire rentrer, un enfant dans ma vie, et puis finalement, tu vois, 4 ans, c'est un âge que moi, j'ai toujours trouvé sympa chez les enfants. C'est un âge où tu peux avoir des conversations, où tu peux être tu dans l'apprentissage, et cetera, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait pas dans la maternité, c'était le fait de porter un enfant, et c'était le fait d'être, c'était le nourrisson, et que, tu vois, il y a plein de child free comme moi, qui aiment les enfants, et moi, j'aime beaucoup les enfants. Et 4 ans, c'est un âge où finalement ça marchait bien pour moi. Et c'est vrai que, petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à créer un vrai lien, avec cette petite fille qui, vit la moitié du temps, avec nous, parce qu'on est en garde partagée 50-50. Bon, on a nos limites, hein, on supporte pas bien plus de 5 jours, faut être réaliste, tu vois? Mais voilà, et pour quelqu'un pour qui, comme moi, pour qui finalement, la transmission en revanche, c'est hyper important. C'est une valeur forte chez moi. C'est hyper intéressant ce rôle de belle-mère parce que j'ai quelqu'un, à qui je peux transmettre, avec qui je peux échanger, tu vois? Finalement, ce fait d'avoir un impact sur la vie de quelqu'un, ben, on se rend compte que c'est intéressant, et je l'ai, et donc voilà, on échange, on discute, on a des passions communes. Je l'emmène à l'école plusieurs fois par semaine, je lui fais faire ses cours d'anglais, et cetera, donc oui, c'est pas, effectivement, je suis pas mère, mais je suis une belle-mère à 100. Oui, parce que c'est pas pareil, tu vois, de tomber amoureuse de quelqu'un qui a un enfant de genre 15, 16, 20 ans, enfin, tu vois, de plus âgé, 4 ans, même si tu sors de la partie nouveau-né, ça reste tout petit. Et ça veut dire quand même beaucoup de liens d'attachement, beaucoup de gestion parentale finalement, que tu as peut-être un peu moins quand les enfants sont ados, quand les enfants sont plus grands. Et il y a aussi cette question de rôle modèle finalement, que tu peux avoir malgré toi. Et en plus, c'est une petite fille. Donc, du coup, il y a ces trucs-là qui rentrent en jeu, tout ça. Toi, c'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui te freinait pas? Alors, c'est pas tous les jours facile, hein, parce que voilà, c'est une enfant. Moi, j'ai pas forcément la patience d'un parent, et puis tu sais, quand c'est les tiens, enfin, je pense que tu le sais mieux que moi, du coup, quand c'est les tiens, On tu a signé avec as notre sang. voilà, tu as signé avec ton sang, bon, bah, tu l'as voulu, tu l'as On est obligé. voilà, ça, mais je pense que tu as aussi, une patience différente, tu vois? Aussi parce que tu as eu ces années du nourrisson. Moi, j'ai moins de patience, et puis c'est une éducation que tu gères pas à 2 mais à 4. Tu vois? Parce que sa maman a aussi refait sa vie, et donc du coup, bah, tu as tout le temps des questionnements sur, comment ça se passe chez nous, comment ça se passe chez maman, comment est-ce qu'on assure aussi, un lien entre les 2, quelle est vraiment ta place, tu vois? Donc tu es aussi en phase d'ajustement permanente. Après, ce qui est intéressant, et ce qui moi aussi me plaît dans le rôle de belle-mère, c'est que oui, tu as ce lien, oui, tu as, cette place de rôle modèle que moi j'aime beaucoup, donc je fais une petite féministe avec, ma belle-fille, c'est rigolo. C'est trop bien. Voilà, donc ça j'adore. Mais à côté, j'ai aussi, moi, un large terrain de liberté. C'est-à-dire que quand j'ai besoin, de mon espace de vie à moi, quand, j'ai besoin de m'aérer, quand je suis fatiguée, j'ai le droit de dire: «Bon, là, Mathieu, j'ai besoin d'espace, je vais voir mes amis et tu gères ta gosse», tu vois? Oui, t'as pas de cette espèce de négo qui rentre en jeu puisque de toute façon, il y a rien à négocier. C'est ça, exactement, et même moi, alors il y a des gens qui trouvent ça horrible de dire ça, mais moi, j'ai toujours dit à Camille,
le temps que je passe avec toi, c'est du temps que j'ai envie de passer et de construire avec toi. Donc, prenons-le toutes les deux comme quelque chose qui nous permet de créer une relation, comme un cadeau en quelque sorte. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas d'obligation vis-à-vis de toi. Donc, vraiment, tout ce que je fais pour toi, je le fais parce que tu fais partie de ma vie et que on construit quelque chose ensemble, quoi. Enfin, je sais pas si c'est plus fort, mais c'est quand même assez fort comme lien de se dire, tu vois, cette petite fille, elle se dit, bah, en fait, elle a envie de passer du temps avec moi, tu vois. Elle passe du temps parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle est obligée. Et ça, c'est finalement précieux parce que ça veut dire quoi? Enfin, c'est hyper positif, je trouve. Dire, tiens, bah, on passe du temps ensemble parce que c'est chouette et parce que c'est fun et parce qu'on en a envie, en fait. Oui, après, c'est aussi une carte que j'utilise quand elle est désagréable avec moi, pour lui rappeler que, tu vois, tant qu'à faire, tu vois, moi, quand je me lève 2 heures plus tôt pour l'amener au collège à l'autre bout de la ville, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que maintenant elle est en âge d'y aller toute seule, mais que c'est un temps d'échange pour elle et moi, tu vois. Et puis l'avantage d'être belle-mère, tu vois, pour revenir sur la question que tu me posais tout à l'heure vis-à-vis de ma famille et de mon choix de ne pas avoir d'enfants, ben moi, mes parents, ils ont été ravis quand j'ai ramené cette petite fille à la maison, parce que mes frères n'avaient pas encore d'enfants. Et en fait, ça a compensé un petit peu mon choix de ne pas en avoir. Et mes parents considèrent Camille comme leur petite fille, elles les appellent papy, mamie, etc. Donc pour moi, c'était aussi hop, un joker de dire et voilà, voilà. Vous voulez un enfant, il est là. Si vous êtes child free, cherchez un mec avec un enfant. Oui, si vous êtes prêt à assumer un mec avec non, un parce enfant. que voilà, c'est ça, c'est quand même pas non plus easy parce que tu partages quand même ton domicile une semaine sur 2 avec un enfant. Déjà, c'est déjà un grand pas de le partager avec un autre adulte, mais alors avec un enfant qui n'est pas le tien, que tu n'as pas désiré profondément au départ, c'est quelque chose qui doit pas être simple non plus. Non, c'est ça. Et puis, tu sais, tu passes par des phases où elle a envie d'être plus proche de son papa. Et donc, tu es aussi dans un trio permanent où, tu vois, chacune doit constamment trouver sa place. Donc, tu as aussi un peu du réajustement un peu constant. Bon, j'adore parler de tous ces sujets-là. À la base, on était. Mais... En fait, moi, tu sais, je t'ai demandé, non, pas du tout, je t'ai pas demandé. Non. Enfin, si, je t'ai demandé aussi. Mais tu m'as contacté sur le formulaire du compte. En fait, on est venus l'une à l'autre, disons-le. Exactement. Disons-le, pour parler d'un sujet qui est hyper important et hyper d'actu. J'ai fait un épisode il y a pas très longtemps avec Sophie Rich, qui a un podcast extraordinaire qui s'appelle Attendre d'attendre un enfant, dans lequel elle documente son parcours PMA qu'elle mène conjointement avec sa compagne, et elle sensibilise via ce podcast aux dons de gamètes, donc aux dons de sperme et aux dons d'ovocytes, puisque depuis 2021, il me semble, la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules en France, mais elles ont le droit, mais elles n'ont pas les moyens, comme dit Sophie, parce qu'il n'y a pas assez de gamètes, tout simplement. Il n'y a pas assez de dons de sperme. Dans le cas des couples de femmes, souvent c'est quand même le don de sperme qui manque, mais il n'y a pas non plus assez de dons d'ovocytes pour les personnes infertiles et les personnes qui en ont besoin. Toi, tu as fait le choix du don d'ovocytes et tu le documentes, tu en parles beaucoup sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous parler de ce cheminement, de comment ça t'est venu, cette idée du don d'ovocytes? Oui, alors ça m'est venu un peu comme une envie de Coca-Cola un après-midi où il fait chaud, tu vois. Avec le citron? Non, alors moi, je suis contre le citron. Je pense qu'on va arrêter tout de suite cette interview. Ah, désolée. Je sais pas, avant, il n'y avait pas de citron, et puis un jour, on s'est mis à mettre du citron. Donc, Bah oui, parce que c'est meilleur. Soit. Je suis team Diet Coke, donc déjà, c'est compliqué, tu vois, aujourd'hui, pour moi, en France. Ne commençons pas à aborder les sujets qui fâchent. Non, on va revenir sur cette bonne entente de départ. En fait, j'ai toujours fait du bénévolat. Ça a toujours été important pour moi. Moi, j'étais beaucoup aidée quand j'étais plus jeune pour plein de raisons. Et donc, c'est une valeur importante à nouveau chez moi de l'entraide. Je suis quelqu'un de très empathique, etc., avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Et je me morfondais un peu parce qu'on avait déménagé avec mon mari. Et en fait, là où je faisais du bénévolat avant, c'était devenu trop loin, je ne pouvais plus y aller. Puis je tournais en rond, là, à pas savoir quoi faire. Et puis un jour, il me dit tiens, toi qui aimes aider les autres, il y a un truc qui est hyper important qui s'appelle le don de gamètes. Tu devrais regarder. Et en fait, mon conjoint avait été sensibilisé au sujet de la FIV et du don d'ovocytes, etc. Et du coup, il m'a balancé ça comme ça. Et puis, il se trouve que moi, j'avais un rendez-vous une semaine plus tard chez la gynéco. Oh,
Ce bon vieux hasard. Et voilà. Et donc, je regarde et puis je me renseigne et puis je me dis, je suis dans la bonne tranche d'âge, j'ai entre 18 et 37 ans, je suis en bonne santé. Il se trouve que j'avais vu une gynéco quelques années avant qui m'avait dit, mais pourquoi vous voulez pas faire d'enfant? Vous avez un très bel utérus. Alors je me suis dit, toi, j'étais restée C'est cette tellement idée une bonne excuse pour faire un enfant d'avoir un bel Voilà, utérus. c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de réponses à cette question, tu vois, sur prenant un café. Écoutez, moi j'avais un bel utérus, alors j'ai voulu faire un enfant. Oui. Non, mais tu sais, et puis moi, un jour, une fille me dit, mais ça veut dire quoi avoir un bel utérus? Je dis, écoute, je sais pas, il doit être moelleux, chaleureux, je sais pas. Très bon endomètre. Voilà. Et donc, du coup, j'étais restée avec cette idée. Je me suis dit, moi et mon bel utérus, renseignons-nous. Et puis, je vais voir la gynéco. Elle me dit, on a absolument besoin de gamètes, d'ovocytes. C'est pas simple, mais si vous êtes tenté, il faut se lancer. Donc, elle m'explique un peu la procédure. Elle me fait un petit schéma. Et elle me donne, tu vois, 3 sécos qui étaient près de chez moi. Parce que j'ai la chance de vivre en Île-de-France, donc je suis assez bien desservie. Pour rappel, les SECOS, ce sont les centres, alors je connais pas exactement l'acronyme, mais ce sont les centres justement dans lesquels se rendent les personnes en parcours de PMA, qu'elles soient en infertilité, dans un couple hétéro, dans un couple homosexuel. Et c'est là où on va chercher nos petites paillettes, comme on dit, les spermes ou les ovocytes pour créer un bébé. Exactement. Et donc, il y en avait 3 autour de chez moi. J'en choisis un, le plus proche du bureau, parce que tu sais, moi, je travaille pour le capitalisme, alors il faut que ce soit efficace. Et puis, je me rends sur le site web je donne mes ovocytes et je prends rendez-vous. Parce qu'il y a un site de l'Agence de la biomédecine qui est dédié au don d'ovocytes. Il y a le même pour le don de sperme. Et donc, tu peux remplir le formulaire et puis il vérifie que tu es dans les bonnes conditions et puis il te donne un rendez-vous. Et donc, voilà, je crois fin août, on prend contact avec moi et en fait, bon, tu sais, il y a les vacances, etc. Et puis, on me donne un rendez-vous et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je me suis lancée, voilà, un peu par hasard en disant, allez, j'y vais. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces petits ovocytes. C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée de ne pas gâcher. Et en fait, il y a une métaphore que j'utilise souvent qui est celle du pommier. Et en fait, je dis que, tu vois, c'est comme si dans mon jardin, j'avais un grand pommier luxuriant. Et moi, j'aime pas les fruits. Je sais, c'est très bizarre, mais et que ma voisine, elle, à côté de moi, elle mourait de faim et que je refusais mes fruits, alors que j'ai un arbre qui est là, qui est beau, qui en a plein. Donc j'ai donné mes pommes. C'est joli. C'est joliment dit. Mais tu disais, et c'est vrai, c'est quand même pas rien de donner ses ovocytes. Alors autant le don de sperme, c'est assez easy, hein, clairement. C'est une petite brinlette dans un petit gobelet. Les hommes te diront que c'est pas facile parce que c'est une salle toute blanche, c'est très impersonnel. Oh mon Dieu. Et c'est assez compliqué. Ah, c'est horrible. mais enfin, je veux dire, en 10-15 minutes, voire moins, ça peut être fait. On va dire qu'on va compter l'arrivée, l'accueil et tout ça. Ça peut être fait, alors que pour les femmes, c'est quand même bien différent. C'est un autre investissement. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes qui donnent que d'hommes. Tout à fait. Alors, au dernier recensement, qui était celui de 2022, je crois, nous étions 990 femmes. Enfin, elles étaient, puisque moi j'ai donné en 2019, alors qu'il y a à peu près 700 hommes. Et si tu regardes la croissance, c'est assez intéressant parce que l'Agence de la biomédecine fait une grosse campagne de com pour pousser les hommes à donner, parce que c'était vraiment assez faible les taux de dons de sperme il y a quelques années. Mais oui. C'est quand même assez fou. Et en même temps, pas surprenant, mais fou quand même, cette histoire. Tu nous expliques, parce que là, on dit que c'est quand même une procédure très invasive et pas simple pour une femme. Par quoi on commence Alors, on s'est renseigné, tu as parlé à des gynécos, on t'a donné le feu vert, et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, moi, j'ai vu parler à ma gynéco parce que c'est, tu vois, dès que ça touche à mon intimité, j'ai même parlé à ma gynéco, j'ai une bonne gynéco. Après, donc, tu as le rendez-vous au Sécos, on te reçoit. Tu as d'abord un rendez-vous avec la gynécologue en charge de l'équipe PMA qui te reçoit. Et là, tu parles de ton historique médical. Elle te fait, voilà, on revient aussi sur les maladies qu'il y a dans ta famille pour savoir s'il y a des choses qui sont transmissibles génétiquement, etc. Donc, tu reviens tout un bilan, là, sur 5 générations des différentes choses qui peuvent exister. Et puis, on t'explique la procédure à nouveau. Et là, on va te demander de faire une série de tests, notamment de prise de sang, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'enjeu, de maladies génétiques non détectées, etc. Et que tu es en bonne santé et en capacité de le faire.
Il y a ça. Ensuite, tu dois aussi signer un consentement. Donc, tu as ce premier rendez-vous et tu as 3 mois pour réfléchir. Donc, ça se fait pas tout de suite, tu vois. C'est C'est un délai légal? Oui, c'est un délai légal qui est le même pour le don de sperme. Et en fait, on te demande de réfléchir. Alors, à mon époque, quand on donnait, tu devais aussi avoir le consentement de ton conjoint. Ça n'existe plus aujourd'hui depuis la nouvelle Conjoint loi. ou mari? Compagnon. À partir du moment où tu étais en couple, alors c'était aussi pour le don de sperme, hein, il fallait l'accord de la personne qui partageait ta vie. Alors on expliquait ça, je crois que j'ai vu plusieurs infos qui disaient que c'était lié au fait que potentiellement, génétiquement, tu allais avoir des descendants et qu'il fallait que la personne avec qui potentiellement tu ferais des enfants soit au courant de ça. Voilà, tu sais, c'est une autre époque. C'est assez c'est flou, ouais. Enfin, c'est pas ça fait pas sens en fait. Je comprends si tu as déjà des enfants enfin tu vois, là je peux l'entendre, mais quand tu parles d'hypothétiques enfants qui sont pas là, je comprends pas trop le rapport. Non. Et ce qui était très intéressant, c'est que chaque fois que je faisais, tu sais, t'arrives à la caisse de l'hôpital, on disait alors, est-ce que votre conjoint est là? Parce que déjà, je suis là pour le service PMA. Votre conjoint est là? Alors non, je suis seule. Ce que je viens de donner, ah, ça va alors. Tu vois, mais en permanence, tu vois, avant, parce que moi j'ai donné avant la nouvelle loi bioéthique, en permanence, est-ce que le conjoint est là? T'es lié, quoi. Ta PMA, c'était à deux. Donc tu signes le consentement. Tu réfléchis et après tu as tous ces examens. Donc là, moi, on m'a pris, c'était mon grand challenge, 14 tubes de sang là, tu vois, là, t'es là, tu te vides de ton sang et on pompe et toi, tu es à jeun et tu as envie de crever. Mais à part ça, non, mais ça se fait assez rapidement. Donc tu as ça et puis après, le médecin vérifie que tout est OK et puis tu as l'entretien avec la psychologue. C'est marrant, c'est un peu les mêmes process que pour la stérilisation définitive. C'est exactement le même process. C'est le même process. Et les gens qui font le parcours PMA avec don, ils ont aussi le même process avec la psy, etc. C'est assez rassurant de te dire que tes ovocytes vont aussi chez des gens qui ont aussi vu la psy. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, tu as le rendez-vous avec la psy qui, moi, m'avait un peu marqué. Alors, j'avais voulu, tu sais, moi, je joue beaucoup sur l'humour. Donc, j'étais arrivée avec un pull avec marqué gros ovaires, tu vois, pour un peu marquer mon territoire. Ça n'a pas du tout marché. Voilà, elle n'a pas relevé. Et puis, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tout de suite, elle m'a dit: «Ah, vous n'avez pas d'enfant, mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Est-ce que vous avez envie d'en parler?» Je lui ai dit: «Non, parce que c'est pas du tout le sujet. J'ai pas besoin d'en parler, en fait, on n'est pas là pour ça». Et puis, qui est surtout là, en fait, pour répondre à des hypothétiques craintes, pour vérifier que tu as bien conscience que ce ne sont pas tes enfants, que tu as bien compris la procédure et vérifier que tu es quelqu'un de globalement stable et prêt à faire ce don. Et c'est d'ailleurs les arguments de toutes les personnes qui vont faire en tout cas toutes les personnes LGBT-phobes, hein, disons, mettons les mots. C'est ça. Mais en tout cas, c'est leurs arguments de dire que les gènes font les familles en fait finalement, et que quand tu donnes tes ovocytes, tu donnes tes gènes, donc ça serait tes enfants. Donc c'est vrai que ce passage psy, ça peut être intéressant pour remettre les bases. Et je pense que c'est important aussi de le dire ici aussi. C'est pas les gènes qui font les familles. Ça n'a rien à voir. Et quand on donne ses ovocytes, on ne donne pas nos enfants. Quand on reçoit un don de gamètes, on ne reçoit pas l'enfant de quelqu'un d'autre, en fait. C'est pas du tout ça. Et c'est important de le dire. Oui, et tu vois, moi je dis souvent, pour moi, ce qui fait un parent, c'est 3 choses. Alors, c'est ma vision à moi, hein. C'est quelqu'un qui a et ou souhaité un enfant, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas, je ne l'ai pas souhaité pour moi, qui l'a et ou porté, à nouveau, c'est pas mon cas, et qui l'a et ou élevé. Tu vois, et moi, par exemple, je me sens belle-mère, je me sens parent, parce que j'élève un enfant que je n'ai pas souhaité ni porté, mais que j'élève. Et tu vois, pour moi, c'est ça la différence entre le géniteur et le parent. C'est que le parent, il est actif dans ta vie et il s'est pas contenté de donner son code génétique, ce qui est mon cas à moi. Tu es plus parent de ta belle-fille que de tes ovocytes. Absolument. Tu vois, et les gens me demandent souvent, mais tu y penses à ces enfants? Je dis, mais non, en fait. Bon, là, j'y pense. Et puis en fait, potentiellement, il n'y a pas d'enfant, en fait. Enfin, Exactement. Statistiquement, j'ai calculé. Non, mais on espère, hein, parce que je pense pas que tu fasses un don qui t'implique toi déjà physiquement autant en disant de toute façon, ça va certainement pas marcher, c'est pas la question. Mais ça marche pas à tous les coups, et peut-être que tes ovocytes, ils ont pas matché, ou peut-être que ça n'a pas tenu, et peut-être qu'en fait, il y a pas d'enfant avec tes gènes. Non, exactement. Il faut être très réaliste sur les statistiques aussi, tu vois. Et en fait, une fois que tu as donné, alors, dans la majorité des cas, on te dit pas combien tu as donné d'ovocytes.
Tu n'as pas l'information. Aussi pour, tu vois, vraiment construire ce mur de Chine là entre, ses ovocytes et ses futurs enfants, on ne te le dit pas. Moi, j'ai eu la chance de savoir, mais c'est une information qui reste souvent confidentielle. Et donc du coup, ça te coupe vraiment de cette idée de, qui sont ces enfants? Est-ce qu'ils ont grandi et cetera? Parce ils sont très virtuels, en fait. Déjà, enfin, tu pas, généralement pas 20, 30 ovocytes non plus qui sortent. On ne donne pas à 25 000 familles différentes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on a une fausse idée de ce film-là, Starbucks, je sais plus quoi, j'en avais parlé avec Sophie aussi, où en fait, parce que tu fais des dons, tu vas créer des centaines et des centaines d'enfants et ils vont tous essayer de te retrouver. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Alors déjà, en plus, au niveau des naissances, la loi française limite à 10 naissances. Alors déjà, faut que les 10 naissances aient lieu, hein. Parce que tu vois, à nouveau, statistiquement, moi, j'ai regardé, sachant que j'ai donné 2 fois. J'ai donné 14 et 12 ovocytes, sachant qu'il y a une partie que j'avais auto-conservée au début. Donc ça se fait en plusieurs temps. Statistiquement, avec les résultats possibles de ce qui marche pas, j'aurais peut-être 2-3 enfants. Et j'ai déjà fait 2 dons et je suis déjà une bonne donneuse. Ouais, ce que j'avais dit, la belle perf. Hein. Ouais. J'en ai une donneuse qui en a donné 16. Et En effet, t'as un bon utérus. Ouais, la gynéco m'avait dit c'est dommage quand les Français soient limités à 2 parce que j'aurais adoré vous en faire un 3e. On faut s'arrêter là. Et donc, tu as le rendez-vous avec la psy. Après, tu fais les examens, les prises de sang, etc. Et puis après, moi, j'étais sous pilule. Donc, j'ai dû d'abord arrêter la pilule. J'ai dû sevrer mon corps des effets des hormones de la pilule. Donc, il s'est passé à nouveau 1 mois. Et en fait, j'ai commencé mon don vraiment le 1er novembre. Donc, jour férié. C'était un peu galère. Et c'est là que j'ai commencé les injections. Le parcours de la donneuse d'ovocytes est exactement le même qu'un couple en PMA. Sauf que la donneuse va jusqu'à la ponction et la ponction, elle s'arrête. Alors que les personnes qui sont en PMA, eux, continuent ensuite avec l'insémination voilà. Et donc là, on part sur quand on commence le premier jour des règles avec les injections, on part sur une vingtaine de jours d'injections. Et tous les 2-3 jours, on a, en fonction des résultats des prises de sang, donc on a des prises de sang, on a des échographies, et on ajuste en fait les prises d'hormones en fonction des résultats des échographies. Et puis petit à petit, tu commences à un peu gonfler, parce que tu as des petits ovocytes qui viennent se nicher et qui grossissent, et puis ça dure à peu près 20 jours jusqu'à la ponction. Moi, j'ai fait une ponction sous anesthésie générale, il y a des sécos qui proposent sous anesthésie locale, et puis ça se fait assez facilement, c'est en ambulatoire, tu rentres, tu sors. Il y a la question de la fertilité pendant ce moment-là. Est-ce que tu arrêtes ta contraception? Est-ce que tu as des instructions à ce niveau-là de ne pas avoir de rapport sexuel pendant la période ou pas? Oui, parce que du coup, tu es boosté à fond. Ouais, c'est ça, j'imagine. Donc, c'est chasteté pendant toute la période de prise d'hormones. Après, je t'avoue que tu te piques quand même tous les soirs à heure fixe, entre 1 et 2 produits. Tu es quand même un peu fatigué parce que tu prends des hormones à quand même un niveau un peu plus élevé que quand tu es juste sous ta pilule microdosée. Hein. Donc, tu es un peu fatigué. Moi, j'avais vachement peur d'avoir, tu sais, je suis un peu sensible, d'avoir des grosses crises de larmes au bureau, des choses comme ça. En fait, pas du tout. Hein. Le 2e don a été un peu difficile parce que je les ai enchaînés. Ah ouais, t'as enchaîné? Ouais, j'ai pas du tout respecté ce que le médecin avait dit parce que je devais me marier. Novembre et décembre? Non, j'ai fait novembre-janvier. Et c'est déjà très court alors que normalement, tu es censé te reposer un peu. Mais je devais essayer ma robe de mariée, j'avais pas mal gonflé avec le don. Donc j'ai un peu morflé sur le 2e où j'avais des migraines, j'étais fatiguée et tout. Mais tu vois, franchement, j'étais pas à fond pour avoir de l'intimité avec mon mari, quoi. Donc oui, il faut faire un petit peu attention parce que voilà, t'es boosté à bloc. Bah ouais, non mais en vrai c'est quand même des points parce que toi t'avais peut-être pas ce désir ou cette envie, mais en fait en vrai des fois c'est un peu plus fort que toi et quand même avoir cette prévention, je pense que c'est hyper important de le faire parce que on est vraiment très très fertile, il y a 0 contraception et pour le coup le but est justement de produire pas mal d'ovocytes, donc ce serait un peu dommage que dans le don on se retrouve enceinte de triplé. Au pire, non parce que c'est ça aussi, c'est que t'as une stimulation, donc en plus t'as des risques non seulement de grossesse, mais de grossesse multiple en plus. Ah oui, c'est ça. Après, tu vois, c'est un ajustement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pendant ces 20 jours. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que le don va très lentement au début. Tu mets du temps à avoir ton premier rendez-vous. Après, tu as ton sevrage de ta pilule, etc. Donc, les premiers mois, c'est 2-3 mois où il se passe quasi rien.
Puis tu as le consentement où tu es obligé d'attendre de toute façon. Et puis, d'un seul coup, tout s'enchaîne très vite en 20 jours, où là, tu penses qu'à ça, en fait. C'est-à-dire qu'à heure fixe, moi, je me baladais avec une petite boîte dans laquelle j'avais mes 3 kits d'aiguilles, tu vois, parce que ça m'est arrivé de me louper et de me dire ah, il faut que j'en fasse tout de suite. Donc, j'ai mon petit kit. Puis, j'ai fait ça, mais tu vois, moi, j'ai adapté ma vie autour de ça mais sans trop la changer non plus. Donc ça m'est arrivé de me piquer dans la voiture, sur le parking du cinéma, tu vois, avant d'aller voir un film, avec des gens il y avait personne sur la place d'à côté. Et juste au moment où j'ai ma seringue, tu sais, je suis en train de me piquer, il y a un couple qui sort de la voiture, qui se gare et qui sort. Et je suis là, bonjour. Voilà, tu es là avec tes piqûres, tes machins. Donc voilà, c'est un peu pendant 20 jours, tu vois, toute ta vie finalement se coordonne autour de ça. Tu es en mode, tu as un objectif. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier, notamment, je pense, bon, à l'alimentaire, mais aussi d'hygiène de vie autour de l'alcool, du tabac, ce genre de choses? Même si de toute façon, de base, on évite de boire et de fumer, mais est-ce qu'il y a des choses Tu vois, je pense qu'ils sont assez vigilants sur quand tu veux donner, si tu fumes, c'est pas forcément un argument qui est en ta faveur. Oui, on te demande de faire attention. Après, on me demande souvent la question du sport. C'est toujours pareil, c'est-à-dire pas de sport à outrance, mais tu peux continuer à courir un peu, marcher un peu. Ce qu'ils essaient de te dire, c'est d'éviter de toute façon les sports à impact. Tu portes des petits œufs en toi. Donc les œufs, c'est fragile. Et puis, mais très franchement, alors après, je sais pas si c'était par mimétisme, mais moi, à ce moment-là, dans mon équipe, je crois que j'avais 5 femmes enceintes. Et donc, en fait, moi, j'avais gonflé. Et donc, je me suis mis à marcher comme elle. Tu sais, la femme enceinte qui se tient le dos, là, un peu cambré. T'as fait une couvade. J'ai fait une pour couvade. De vrai. Exactement. La main sur le ventre et tout. Et en fait, ça m'est arrivé au bureau que des gens me disent t'as pas une bonne nouvelle à nous annoncer? Je suis là, alors, non. J'ai même des collègues qui pensaient que j'étais en PMA et tout. C'était assez rigolo. Des boss qui venaient au moment où j'étais en train de me piquer dans l'open space. Ça va? C'est pas Hervé. Donc voilà. Tu vois, t'as quand même moins envie d'aller courir un marathon. Et une fois que tous ces 20 jours sont passés, on te fait la ponction. Tu dis c'est assez rapide en ambulatoire, tout ça. Et quand c'est terminé, est-ce que tu reprends tout simplement ta vie normale ou est-ce que tu as quand même des contrôles ou des visites après? Alors moi j'ai eu une visite après. Pareil, je me suis jouée un peu warrior, tu vois. Moi on m'avait donné un jour de repos. En général on te donne un jour. J'avais un peu au début pas de problème, puis vers 16-17 heures, tu vois, ça commençait un peu à tirer comme quand tu as des règles un peu douloureuses. J'étais un peu fatiguée. Mais oui, il y a un contrôle. Après, il y a aussi, là, tu vois, j'ai discuté il y a peu de temps avec une donneuse et en fait, la ponction s'est pas très bien passée. Enfin, la ponction s'est bien passée, mais elle a un petit peu un contre-coup. Là, elle souffre un peu, elle a eu quelques complications. Donc, elle a des médicaments, etc. Ça peut arriver, hein, ça arrive. Je crois Oui, que c'est pas sans risque, mais aucune intervention médicale de toute façon est sans risque. c'est ça, c'est une opération. Je crois que c'est 10% des cas où tu as une petite complication après la ponction, tu peux avoir des pertes de sang. Mais moi, j'ai repris ma vie. 2 jours après, j'étais au boulot. Hop, 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 on est retourné sans problème. Et l'effet des hormones, finalement, s'estompe assez rapidement? Moi, j'ai eu l'impression que ça s'estompait rapidement. Après, quand j'ai fait la deuxième, je me suis rendu compte qu'ils étaient encore toujours là. Mais non, en fait, ça a eu un impact assez limité sur ma vie. J'ai eu surtout de la fatigue et un peu de lassitude, tu vois? Il y a eu des journées qui tiraient un peu, où c'était un peu long. Voilà, bon après, j'étais lourde, j'avais mon gros ventre, il y avait des soirs, j'arrivais plus à faire mon jean. Je fais quand même un boulot avec des grosses horaires, j'ai beaucoup de responsabilités, donc tu vois, il y avait des jours où ça venait s'ajouter. Et moi, je l'ai bien vécu et c'est assez intéressant parce que c'est un truc que je dis souvent, c'est que c'est pas anodin et c'est une phrase qui au début m'énervait, tu vois? Les gens disaient: «Ah oui, c'est pas anodin». Oui, c'est pas anodin et en même temps, tout ce qui a de la valeur dans la vie, je me dis: «C'est pas anodin». Tu vois? Se remettre au sport, c'est pas anodin, c'est dur au début, tu vois? Être enceinte, je suppose que c'est pas anodin et c'est pas facile, tu vois? Mais à la fin, est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Et en fait, c'est souvent ça le truc du don d'ovocytes, c'est que c'était pas anodin, c'était pas finger in the nose. J'ai quand même subi une opération, j'ai quand même appris à faire des piqûres toute seule, à air fixe, tu vois? Bon, j'ai eu des bleus, j'ai été fatiguée. Mais est-ce que ça en valait la peine? Mais 1000 fois, en fait, tu vois? Et si j'avais pu faire un troisième, je l'aurais fait. Parce que derrière, tu vois, ça a aussi ouvert la parole sur plein de choses. C'est-à-dire que j'avais des copines assez proches dont je ne savais pas qu'elles avaient eu leurs enfants via PMA. Et en fait, à partir du moment où tu commences à en parler, bah, les gens te disent: «Bah, tu sais, ça compte beaucoup parce que moi, je suis passée par là» et en fait, tout ce tabou, il se libère, en fait, quand tu commences à en parler et tu te rends compte que, bah, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui passent par là. Bah, sur l'infertilité, de toute façon, il y a plus en plus de couples hétérosexuels qui sont infertiles dû à
la condition de vie dans laquelle nous sommes, les perturbateurs endocriniens et tout ça. Et malheureusement, ça va pas aller en s'arrangeant. Il y a aussi les couples qui sont naturellement infertiles par leur sexualité. Je pense aux couples de femmes. Il y a aussi les femmes seules qui ont envie de faire un enfant en solo. Donc forcément, toutes ces personnes-là, à un moment, si ça marche pas par elles-mêmes, elles vont avoir besoin d'une aide extérieure. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'à l'étranger, c'est possible. C'est qu'à l'étranger, il y a tout ça. C'est-à-dire que, mais pas très loin, c'est pas à l'étranger, à Ah non, l'autre bout du monde, l'Espagne, la c'est pas très loin, Belgique. c'est à l'étranger en Belgique. Moi, je suis à Lille, c'est-à-dire que c'est à côté, hein. La Belgique, il y a l'Espagne, c'est juste à côté, il y a le Portugal aussi. Et eux, ils n'ont pas de problème de réserve d'ovocytes ou de réserve de sperme. Il n'y a qu'en France que c'est le cas. Pourquoi? Parce que c'est récent. Parce qu'en fait, tu parlais justement que c'était pas anodin, des inconvénients, on va dire. Mais en France, j'ai l'impression qu'on te parle que de ça. Qu'on te met en avant uniquement ce qui va être difficile, à savoir la prise d'hormones, l'anesthésie, éventuellement l'intervention, et le fait que tu aies, bien sûr, 12 000 enfants dans toute la France. Euh, mais pas l'aspect positif. D'ailleurs, j'en profite pour envoyer, passer un petit message. Si vous êtes un couple qui a bénéficié d'un don, ou même une femme seule qui a bénéficié d'un don, envoyez-moi votre proposition de témoignage, s'il vous plaît, parce que j'ai déjà fait un épisode sur le don d'ovocytes avec une autre donneuse il y a quelques temps, mais en fait, on n'entend pas les gens qui reçoivent et on n'entend pas à quel point c'est important pour eux et à quel point c'est nécessaire dans leur vie et à quel point ça a changé leur vie. Et je pense que ça peut être important de voir le résultat justement de ce que ça donne. Tout à fait. Et c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vraiment important parce que chaque fois qu'il y a de plus en plus de prises de parole sur le sujet, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, systématiquement, je me prends la tête et vraiment avec des gens qui ne l'ont pas fait, qui n'ont jamais donné et qui disent oui, mais c'est pas rien, oui, mais c'est hyper dur. Mais et à chaque fois, je leur dis est-ce que vous l'avez fait? Non, mais ça a l'air. Et j'en dis et en fait, vous voyez, l'impact de vos mots, il est important parce qu'en fait, souvent les gens se positionnent comme sachant, comme ayant l'expérience alors qu'ils ne l'ont pas et qui basent toute leur expérience sur un a priori. Alors que il y a des donneuses pour qui ça se passe super bien, il y a des donneuses pour qui ça se passe moins bien. Et moi, j'aimerais juste qu'on laisse cette parole aux gens qui l'ont fait et qu'on arrête de s'enfermer dans des stéréotypes qui sont mais c'est hyper lourd. Et je supporte plus cette phrase que je lis constamment qui est le don d'ovocytes, c'est hyper lourd pour la donneuse. Non, c'est pas hyper lourd. C'est pas hyper simple. C'est pas anodin, mais ça n'est pas hyper lourd. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est cette impression que c'est le bout du monde, alors que ça l'est pas, et surtout de personnes qui ne l'ont pas fait. Et comme tu dis, moi aujourd'hui, tu vois les statistiques, en France, un don d'ovocytes, le temps d'attente, c'est 24 mois. Aujourd'hui, là, sur les dernières stats. Et encore, ça, c'est pour une femme blanche. Pour une femme racisée, c'est 7 ans en moyenne. T'imagines le temps que tu te dises que tu veux des enfants, que tu te rendes compte que tu as des difficultés à avoir des enfants, que tu es pas dans les conditions biologiques standards, entre guillemets. Que tu es déjà un gynéco qui te dit non, mais on va essayer pendant 1 an. Et qu'après, tu rajoutes 7 ans. Non, mais enfin, on est sur des chiffres qui sont juste hallucinants, en fait. Alors qu'il y a plein de femmes partout qui ont des super utérus qui Exactement. demandent Très beau. qu'à être utilisés, bordel. Non, mais tu vois, c'est assez flagrant, assez fou parce que tu vois, par exemple, toi qui es child free, on n'hésite pas à te dire, bah, en fait, il faudrait que tu fasses un enfant et il faudrait que, enfin, tu vois, on te met des injonctions à justement devenir mère, alors que quand même, pardon, hein, mais la maternité a beaucoup plus d'impact physique et mental et tout ça qu'un don d'ovocytes où là, on va te parler de toutes les barrières. C'est-à-dire que sur le fait d'avoir un enfant, on ne te parle pas des nausées qui peuvent au mieux ne pas avoir lieu, mais au moins pire, on va dire, durer un trimestre, et au pire du pire, durer toute la grossesse et t'empêcher de juste de vivre. On ne te parle pas des arrêts spontanés de grossesse. On ne te parle pas de la fatigue extrême, de ce que ça peut te faire physiquement, des personnes qui sont alitées dès le début de leur grossesse juste pour la maintenir à terme. On ne te parle pas de tout ça, ou du deuil même périnatal avant. Et c'est des réalités pourtant, c'est des choses qui existent. Et par contre, c'est des choses dont on ne veut pas entendre parler. Bon, qu'on entend beaucoup parler sur Prendre un café parce que c'est le principe. Mais dont on ne veut pas parler alors qu'elles existent pour ne pas faire peur aux personnes qui sont en désir d'enfant. Et à l'inverse, on fait tout pour faire peur aux personnes
avec ou sans enfants d'ailleurs, parce que le don d'ovocytes n'est pas conditionné au fait d'avoir ou pas des enfants. On va mettre tous les aspects négatifs et mettre toutes les barrières pour que les personnes n'y aillent pas, quoi. Et en fait, les gens transmettent beaucoup leur peur. Tu vois, c'est le même sujet avec, et tu l'évoquais, ces enfants qui vont venir frapper à ta porte. Tu vois? Et j'ai la chance de m'éduquer beaucoup sur le sujet aussi parce que moi, j'ai donné avant, la nouvelle loi de bioéthique, de 2021. Donc j'étais protégée par, «protégée» entre guillemets par cet anonymat, plein et complet que j'ai décidé moi, de «rompre» entre guillemets et de passer sous la nouvelle loi parce que j'ai échangé avec des personnes qui sont nées du don et j'ai fait un travail personnel sur ce sujet-là et en fait, tu vois, cette peur, de l'enfant qui va venir frapper à ta porte, elle est complètement erronée. Elle est erronée parce que le droit d'accès aux origines ne peut être demandé qu'à partir de 18 ans. Donc on parle pas d'enfants, on parle d'adultes qui font une démarche réfléchie, hein, de faire cette demande de droit d'accès aux origines. Et puis, ils viendront pas frapper à ta porte. Parce qu'en fait, c'est pas ce que la loi prévoit. La loi prévoit qu'ils puissent avoir accès à des informations identifiantes et non identifiantes. Mais pas du tout, c'est marqué dans la loi, hein, il n'y a pas de droit de visite, de rentrer en contact, il n'y a pas de lien de filiation non plus. Ils vont pas aller chercher l'héritage. Non, c'est ça. Bah, déjà, légalement, ils ont pas le droit. Mais tu vois, il y a vraiment et tout ça, en fait, c'est des peurs infondées que les gens, transmettent, comme des vérités parce qu'il y a ce film, Starbucks, parce qu'il y a plein de croyances et qu'en France, on aime bien aussi se cacher derrière, ces croyances. Mais tu vois, par exemple, en Belgique, il y a un truc qui est génial, qui est le don à une personne que tu connais, qui n'existe absolument pas en France, mais qui existe en Belgique. En Angleterre, il y a un autre truc qui est magnifique aussi, c'est que la receveuse et la donneuse peuvent s'écrire une lettre. Donc, ça reste anonyme, mais tu vois, tu as cette espèce de lien que tu construis. Aujourd'hui, j'ai vu un témoignage magnifique aussi, là, il y a quelques jours, d'une donneuse française qui a écrit une lettre qu'elle a mis dans son dossier pour la personne qui potentiellement sera née de son don. C'est une autre démarche. D'un seul coup, tu crées un lien différent, tu vois. Tu restes une donneuse, tu restes à ta place, tu seras jamais un parent. Mais à un moment, quand tu écoutes aussi la parole des personnes qui sont nées du don, ils ont aussi un besoin de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Tu vois. Et tout ça, en fait, on se limite à on est, tu sais, ces peurs limitantes là, plutôt que d'écouter la parole des personnes concernées, la parole des donneuses, la parole des personnes qui sont nées du don, on s'enferme dans des croyances limitantes. Et moi, je trouve que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est autour du don. Et tu le vois partout sur les réseaux, et c'est mon cheval de bataille. On se pose pas toutes ces questions sur le don du sang, alors que techniquement, il y a une partie de notre ADN, une partie de nous qui va dans le corps d'autres gens. Même si c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est pas identifiable et que voilà, c'est pas un être humain qui en sort. On se pose pas autant de questions tout de même, tu vois. Alors, et la levée d'anonymat, entre guillemets, c'est surtout pour avoir un accès à des informations médicales aussi. Exactement. Et ça, c'est assez important. Et en même temps, cette levée d'anonymat, j'ai l'impression que c'est un frein encore plus grand pour les personnes qui peut-être auraient pu donner sous l'anonymat, mais qui ne le font plus parce que cet anonymat est levé. Alors, si je peux revenir sur les termes, l'anonymat existe toujours. En fait, la donneuse est toujours protégée par l'anonymat, parce que l'anonymat se fait entre le couple entre les personnes qui reçoivent et la donneuse. En revanche, ce que la nouvelle loi permet, c'est le droit d'accès aux origines. Mais tu restes anonyme. À nouveau, parce que je m'éduque sur le sujet, alors je suis désolée pour les personnes nées du don qui m'écouteront et qui me diront que c'est pas tout à fait ça et que c'est pas tout à fait parfait. Je m'éduque encore. Mais tu as vraiment deux dimensions différentes. C'est-à-dire que tu restes anonyme quand tu donnes. On ne te choisit pas sur catalogue, comme j'ai pu l'entendre encore il y a quelques jours. Mais la pop culture te fait croire ça. Mais hein. oui, alors que c'est pas du tout vrai. En tout cas, en France, la loi est très stricte, donc on te choisit pas sur catalogue. Oui, on va donner tes ovocytes à une femme qui a des similitudes physiques avec toi. C'est aussi pour permettre à l'enfant et aux parents de se sentir qu'ils se ressemblent, etc. C'est important. Donc, mais ça, c'est le médecin qui le fait, si tu veux. C'est pas un grand catalogue où on va choisir ton niveau d'études, ta pilosité et la qualité de tes dents, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et tu sais pas non plus à qui va ton don. Donc, tu es protégée en tant que donneuse. Après, ce qui change, c'est qu'effectivement, si la personne qui est née de ton don, si personne il y a, cette personne-là, si elle sait aussi qu'elle est née d'un don, parce que ça aussi en France, c'est pas gagné, à ce moment-là, elle peut faire une demande d'avoir accès, si
tu as donné sous la nouvelle loi, à tes informations identifiantes et non identifiantes. Non identifiantes, c'est pourquoi tu as donné, les données médicales, etc. Et identifiante, c'est ton adresse, ton numéro de téléphone, ta profession et ton nom. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est 2 démarches absolument différentes, tu vois. Souvent, on a tendance à mélanger les 2, mais l'anonymat existe toujours pour le don en France. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour le don? Est-ce que tout le monde peut donner ou est-ce qu'il y a justement des contre-indications médicales ou même d'antécédents? Alors oui, tout ce qui est, maladies génétiques, risques de santé et cetera. Je sais aussi que, par exemple, il y a des sécos qui refusent des donneuses qui ont des troubles autistiques, qu'il y a potentiellement, on n'est pas sûr sur les risques de transfusion génétique et cetera. Après, il faut avoir entre 18 et 37 ans, il faut être en bonne santé, il faut, faire un consentement, éclairé, et le faire de manière, réfléchie. Voilà, mais sinon, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être en très bonne santé. Ouais, mais tu vois, par exemple, si dans ta famille, tu as des antécédents de maladies cardiovasculaires, disons, c'était la question qu'on te pose quand tu vas chez l'anesthésiste. Et si tu as ça, est-ce que ça peut t'empêcher, par exemple, de faire un don? Non, ça passe. Ça va. Parce que finalement, qui n'en a pas presque? Enfin, tu vois, toutes ces questions de maladies cardiovasculaires, les cancers. Est-ce qu'on pose la question de la santé mentale, d'ailleurs? Est-ce qu'on a des antécédents santé mentale? Alors, moi, ça y est, on m'a posé la question. Bon, il se trouve que ma grand-mère est bipolaire, mais ça a quand même été accepté. Moi, je suis dyslexique, on m'a dit que c'était pas grave. Ça passe. Tu fus validée. Voilà. Bon, tu vois, par exemple, mais pour moi, être dyslexique, c'était une grande question parce qu'il y a un risque que je transmette génétiquement. Je me suis dit, est-ce que je veux me dire qu'il y a un enfant qui va devoir potentiellement subir la dyslexie? Est-ce que je fais ce choix conscient? Mais non, voilà, c'est plutôt sur des choses graves ou des maladies génétiquement plus graves. Oui, mais de toute façon, tu vois, là, tu parles de dyslexie, mais je vais parler de manière plus globale de neuroatypie. Ça se transmet anyway. Enfin, je veux dire, voilà, tu pourrais ne pas savoir que tu as ça en toi, et tu pourrais ne pas le savoir et le transmettre quand même à un enfant que tu ferais de manière sexuellement transmissible, disons. Tout à fait. Voilà. Mais voilà, je sais qu'il y a une donneuse là récemment qui a des troubles autistiques et qui n'a pas été acceptée. Voilà, ça fait partie des choses. Tu vois, moi je découvre après quand je parle avec des gens, et puis c'est toujours pareil, d'un sécos à l'autre, tu vois, on va te dire oui ou on va te dire non. Après, tu vois, c'est justement, et elle est passée sur le podcast Léa, Léa CR sur Instagram, qui fait justement beaucoup de démocratisation et qui parle beaucoup de PMA pour les couples lesbiens. Et elle disait justement qu'en France, les sécos avaient pas du tout les mêmes réglementations, ils avaient pas du tout les mêmes temps d'attente. C'est valable aussi pour le don, c'est pas du tout les mêmes réglementations pour le don aussi? Si, pour le don, c'est globalement la même chose. Après, tu vois, c'est toujours pareil, c'est un peu au bon vouloir du médecin. Je vais dire un truc qui est pas politiquement correct, mais la méthode du sponsoring, qui fait que tu peux sponsoriser notre femme pour qu'elle remonte sur les listes d'attente, c'est une pratique qui est, selon la loi, illégale, mais que certains sécos pratiquent. J'allais te poser cette question parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais déjà entendu. Si tu fais venir une femme qui donne, et alors que toi, tu en as besoin, parce qu'on ne peut pas en France donner à quelqu'un qu'on connaît, mais si tu fais quand même venir quelqu'un pour un don, bah, tu peux avoir, tu vas monter sur la liste d'attente, donc c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Alors, à nouveau, sur le site de l'Agence de la biomédecine, c'est bien marqué que c'est interdit, que ça ne se fait pas. Bon, moi, très clairement, mon deuxième don était pour une amie. Et très clair. Et tu vois, il y a déjà des filles qui sont en PMA qui avaient besoin d'un don qui te disent le sécos m'a dit il va falloir venir avec une donneuse. Et tu fais quoi? Donc, du coup, tu essaies de convaincre tes amis dans les dîners? Exactement. Tu convaincs tes amis, tu fais de la presse, t'en parles autour de toi. Alors, tu peux pas payer les gens, mais il y a déjà eu des tentatives de ce type de pratique. Mais ça amène à des dérives, en fait, ces questions-là. Forcément. C'est logique. Quand tu as un désespoir comme ça, quand tu veux tellement un enfant, tu as besoin tellement de ce don, mais tu peux faire tout et n'importe quoi, en fait. Le désespoir fait faire peut mener à des choses assez... Oui, puis ce sera toujours moins cher que d'aller jusqu'en Espagne, tu vois. Non, mais bien sûr. Après, tu sais, il y a plein de choses qui sont interdites et illégales et qui sont quand même derrière les cabinets des médecins. Enfin, tu vois, il y a encore pas si longtemps, on n'avait pas le droit de faire des PMA quand on était une femme seule. Et pourtant, il y avait des femmes seules qui tombaient enceintes dans les cabinets des médecins. Et par des PMA qui étaient un petit peu dissimulées. Donc, les dérives, mais en fait, à partir du moment où on ne sait pas légiférer, à partir du moment où on ne sait pas autoriser dans un cadre précis, c'est là qu'on a des dérives, en fait. C'est là qu'il y a des problématiques.
Tu vois, et là, en ce moment, on parle beaucoup de la GPA, qui est un autre sujet, mais où les gens disent: «Oui, il y a des dérives, on achète et cetera». Je dis: «Mais en fait, il y a pas de loi qui existe. Créons des lois, faisons des choses précises», tu vois? Et en France, aujourd'hui, pour le don d'ovocytes, la loi est très claire. Pas de rémunération de la donneuse. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est écrit noir sur blanc et quand tu viens, tu donnes, tu sais que tu seras pas rémunéré. C'est un choix et c'est la loi et c'est comme ça. Si on te rémunérait pour ce don, déjà, ce serait plus un don, ce serait une vente. C'est pas du tout les mêmes mots. Et puis, encore une fois, les dérives, des personnes qui sont désespérées, qui vivent à la rue, qui sont, enfin, tu vois, ça peut aller hyper loin. Moi, je suis à 100 pour que, il y ait pas de rémunération des donneuses, justement parce que sinon ce sera toujours les femmes les plus précaires qui subiront ça. Parce que à nouveau, c'est pas anodin, c'est une prise d'hormones, et cetera, tu vois? Et puis, et c'est de la marchandisation. Donc moi, c'est pour ça que je milite aussi pour que le don reste, entièrement, gratuit, un vrai don. Là, aujourd'hui, on sensibilise beaucoup aux dons d'ovocytes, mais on peut aussi sensibiliser beaucoup aux dons de sperme parce que c'est aussi important. Bon, vraiment, ça prend moins de temps. C'est fastoche, les gars. Pardon, En hein, un coup mais de main, c'est fait. je vais insister sur le sujet, mais quand même, ça prend moins de temps de faire un don. Après, il y a autant de raisons de faire un don que de ne pas en faire, hein. Enfin, je veux dire, c'est une décision qu'on prend avec soi-même, hein. C'est pas... Même si dans notre entourage, on a quelqu'un qui a besoin de ce don, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse faire pour faire plaisir, mais comme avoir un enfant. On n'a pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Je pense que le don, c'est vraiment, et tu me dis si je me trompe, hein, mais une démarche personnelle et très, très personnelle. Oui, et d'ailleurs, c'est inscrit dans le consentement. C'est qu'on te demande de valider que c'est un choix personnel et un choix pleinement consenti. Et tu vois, et conscient avec tous les éléments. C'est pour ça que tu as 3 mois pour réfléchir, en fait, hein. Voilà. Et moi, tu vois, je milite beaucoup pour le don, mais je milite pour une parole libérée. On m'a déjà dit: «Oui, vous voulez que toutes les femmes donnent». Je dis: «Absolument pas, hein, c'est pas du tout l'idée». Déjà, toutes les femmes peuvent pas donner. C'est ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que ne plus lire et ne plus entendre: «Ah, je ne savais pas que ça existe. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Si j'avais su, je l'aurais fait». Oui, parce que souvent, on s'éduque sur ces sujets-là un peu sur le tard, tu vois. Tu sais, quand on a fait nos enfants, quand tu vois, si la maternité est ce qui t'a amené au féminisme, par exemple, et après derrière, enfin, tu vois, et ça arrive souvent, enfin, tu vois, moi, des femmes comme ça, j'en rencontre beaucoup. Et comme on a des enfants de plus en plus tard, bah forcément, ça t'amène à des délais enfin, tu deviens hors délai, et c'est dommage. Alors, c'est vrai qu'on pourrait donner cette information en femmes aussi plus jeunes. Et en plus, je pense que c'est plus facile aussi pour les femmes plus jeunes qui sont peut-être, qui pourraient donner plus parce que t'es plus fertile, t'as plus d'ovocytes quand t'es plus jeune que quand t'as 45 ans. Même si de toute façon, à 45 ans, tu peux pas donner. C'est Mais, mort. mais enfin, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on entend parler de ça finalement assez tard dans la vie, quoi. Oui, il y a beaucoup de communication qui est fait sur le sujet. Alors moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup parce que je suis en plein dedans H24, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a toute une grosse campagne. Puis bon, il y a eu les annonces de Macron sur la fertilité, hein. Donc à un moment, faut bien qu'ils mettent les mains au portefeuille pour faire bouger les choses. L'Agence de la biomédecine fait beaucoup de choses. Parce que c'est ça aussi, hein, un problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour la communication, il n'y a pas d'argent pour tout ça. Je le sais parce que j'ai été contactée l'été dernier par l'agence de biomédecine qui m'avait demandé de faire une série de podcasts justement autour de ces sujets-là et qui m'imposait entre guillemets les personnes. Et moi, c'est juste pour ça que je l'ai pas fait, hein, très honnêtement, mais parce que je sensibilise déjà autrement et la preuve, on le fait aujourd'hui. Mais donc du coup, j'avais pas trop aimé la démarche, mais soit, enfin. Non, j'étais d'accord avec la démarche, mais j'aime pas qu'on m'impose des Pas la trucs. forme. Mais voilà, et il y avait zéro budget derrière. Enfin, je veux dire, si j'acceptais de le faire, c'était de manière totalement gratuite. Alors, ça peut marcher sur des podcasts comme le mien, mais sur des campagnes d'affichage, sur des campagnes pub télé, ça ne marche pas. C'est pas possible, en fait. Donc, il faut qu'il y ait du budget derrière. Il faut débloquer du budget pour que la campagne de communication soit plus grande. Sinon, tu peux pas... Tout le monde n'écoute pas de podcast, en fait. Enfin, c'est pas la majorité de la population. Non, et aujourd'hui, tu vois, les gens qui sensibilisent majoritairement aux dons d'ovocytes et aux dons de sperme, c'est les gens qui en ont besoin. Parce que c'est leur cheval de bataille et du coup, ils prennent leur petit baluchon et tu vois, ils font leur croisade tout seuls dans leur coin. Alors qu'en fait, c'est un sujet comme un autre de biomédecine. Et en même temps, c'est un sujet de bioéthique. Et du coup, tu touches à l'humain et tu touches aux valeurs et c'est compliqué. Oui, parce qu'on a cette sacro-sainte vision de la famille aussi en France. Tout à fait. Qui est très, très binaire déjà, premièrement. On met le sang au-dessus du reste, en fait. Enfin, quand je dis le sang, les gènes, la génétique au-dessus
c'est ce qui compte le plus, c'est la relation suprême. Alors il y a quand même énormément de familles dysfonctionnelles en France, mais partout, je pense, et que les relations choisies, les familles choisies sont tout aussi importantes que les familles génétiques, on va dire. Mais ça, c'est jamais très trop mis en avant. On parle de la famille nucléaire, comme on dit, surtout plus. Mais cette question-là de la place de la famille en France, elle est problématique sur plein de niveaux. Elle est problématique sur les dons, sur la procréation. Elle est aussi problématique sur tout ce qui va être autour des violences faites aux enfants, qu'elles soient sexuelles ou non. Mais c'est problématique parce qu'en fait, on va mettre la relation filiale au-dessus du reste. Et d'ailleurs, Macron a fait un discours récemment. Il a dit, en gros, qu'il voulait que les pères aient un droit de visite malgré tout. Ça, c'est pas possible. C'est pas parce que tu as un lien de paternité avec un enfant que tu es obligé d'aller le voir et qu'on doit absolument maintenir ce lien-là parce que il y a quand même beaucoup de liens familiaux qui sont toxiques et qui nécessitent d'être coupés. Et que c'est pas le sang qui fait que, en fait. Et les 10% d'enfants incestés le prouvent, en fait, que c'est pas Tout le à fait. sang qui fait que. Ouais, puis tu vois, il y a aussi, tu as cette notion de secret qui est très importante et que tu retrouves dans les familles françaises. J'avais adoré l'épisode que tu avais fait avec l'avocat qui parle justement du secret dans les familles. Génialissime. Alors, c'était un épisode qui n'était pas simple à écouter, mais que j'ai trouvé passionnant. Et tu vois, il parlait du secret des familles. Et quand tu lis aussi la parole des personnes qui sont nées du don, ce qui leur pèse, c'est énormément ce secret. Et il y avait une personne qui disait qu'elle avait eu, c'est une mère qui témoignait, qui disait qu'elle avait eu ses enfants dans les années 70 et qu'en fait, c'était après mai 68. Et que mai 68, tu vois, on partait du principe que l'acquis était supérieur à l'inné et que donc du coup l'inné c'était pas important. Et donc ce qui comptait c'était pas d'où tu venais, c'était pas ces gènes, c'était ta famille, ce cocon dans lequel tu grandissais et tout. Et qu'en fait du coup c'était pas un secret puisque ça n'avait pas de valeur. Alors qu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui bah c'est beaucoup plus compliqué que ça et que bah il y a un petit peu de tout, tu vois, il y a une part des deux, mais que voilà, c'est aussi un peu ce côté mai 68 tu vois, de rébellion contre ta naissance et tu peux être ce que tu veux, qui a aussi beaucoup joué sur cette idée que non, mais tes gènes, c'est pas important. Alors qu'en fait, ça l'est et ça l'est pas. C'est pas ça qui fait la famille. Ça reste important quand même parce que ça explique parfois certaines choses, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que bien sûr que tu ne deviens pas quelqu'un juste parce que tu viens de ces parents-là, par exemple, génétiquement. C'est pas parce que tu as les gènes de ton père ou de ta mère que tu vas être obligatoirement une personne. La preuve, sinon, on penserait tous la même chose que nos parents. Et c'est quand même très, très loin d'être le cas. Ou alors, sinon, je suis née d'une PMA, je ne sais pas. Mais peut-être on me l'a pas dit. Je Oups, pense ça. surprise. Mais enfin, tu vois, c'est vrai. Enfin, je veux dire, sinon, on aurait tous les mêmes idées. Mais c'est pas le cas. Mais en revanche, la génétique a quand même une place à prendre, ne serait-ce que pour connaître tes antécédents et de savoir ce que tu peux risquer ou quand il t'arrive quelque chose, de comprendre d'où ça vient et de pas chercher pendant des années quelque chose que tu pourrais avoir dans un dossier, en fait. C'est ça, c'est le qui tu es, d'où tu viens qui a aussi son importance. Et beaucoup de gens ne savent pas, tu vois, que quand tu es né d'un don, tu n'as pas accès à ces informations médicales. Les gens pensent que si, en fait. Et c'est assez étonnant, alors que ça pourrait être donné, tu vois. Je veux dire, il est où le problème, tu vois? C'est pas avec ça qu'on va retrouver la donneur ou le donneuse, tu vois. Mais en fait, c'est parce que c'est très auto-centré, hein, finalement, ces questions-là. C'est de savoir qu'est-ce qui va m'arriver à moi, qu'est-ce que ça va me faire à moi si je fais un don, qu'est-ce que cet enfant va venir me chercher. Il y a toujours ces peurs-là et pas du tout axé sur la famille en devenir, l'enfant en devenir. Et justement, la raison première pour laquelle tu fais un don, finalement, c'est d'accompagner et d'aider des gens. Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, à nouveau, quand tu écoutes les gens qui ont donné avant la nouvelle loi ou même les premiers donneurs des années 70, 80, etc., tu te rends compte qu'en fait, tout était fait pour que le donneur soit à l'aise. Pour ça, l'anonymat total, c'était pour inciter les donneurs en disant non, mais viens donner, il n'y aura pas de risque. Aux étudiants en médecine, c'était beaucoup ça, hein, les donneurs de sperme, il y a longtemps. Il n'y aura pas de risque, on ne vous retrouvera pas, c'est complètement anonyme. Donc tout a été pensé, en fait, le don de sperme en France, le don de l'ovocyte a été pensé autour du donneur. Alors qu'en fait, tu vois, c'est un trio. C'est-à-dire que tu as le donneur, tu as les ou la receveuse, et puis tu as la personne qui naît du don aussi. Et tu peux pas, l'un ne va pas sans l'autre. On est un trio, on peut pas nier l'existence de l'un ou de l'autre, en fait. Et moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle loi, elle n'est pas parfaite. Et elle a été construite pour que chacun puisse se sentir un peu mieux. Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi et je me dis,
On me dit toujours que je suis quelqu'un d'empathique, de génial, parce que j'ai donné, tu vois. Alors, c'est aussi ça le kiff de la donneuse. Hein. À un moment, les gens, ils t'appellent... Ça booste un peu ton ego. Voilà, carrément. Tu vois, moi, à un moment, je marchais la tête haute, comme ça, j'ai l'impression qu'il y avait marqué donneuse sur mon front, là. Tu sais, en plus, tu passes en priorité quand tu arrives aux prises de sang et tout, tu vois. Donc, ça booste énormément. Mais à un moment, je ne peux pas être empathique envers la personne à qui je donne et me dire non, mais la personne qui est née de mon don, potentiellement, elle n'existe pas, je veux rien avoir à faire avec elle, tu vois. À un moment, je considère que j'ai aussi une responsabilité, et c'est un mot qui est lourd de sens, parce que c'est pas une responsabilité filiale, c'est pas une responsabilité parentale, mais c'est une responsabilité pour moi d'être humain à un autre être humain. Et c'est une responsabilité qui se transmet pour moi via ce code génétique. Et peut-être que quelqu'un me contactera et peut-être qu'on me contactera pas. Et c'est le choix de cette personne, tu vois. Moi, je vis pas au quotidien en me disant est-ce que quelqu'un va venir me contacter ? Déjà, 18 ans, c'est long. Mais voilà, j'ai voulu aussi passer sous cette nouvelle loi parce que je voulais être équitable. Tu disais qu'il y a des gens que ça peut freiner ce droit d'accès aux origines, et je le comprends. Et bah tant pis, ils peuvent plus donner aujourd'hui. Mais statistiquement, ce qu'on a constaté, c'est que par exemple en Angleterre, les dons avaient un petit peu baissé au début, et puis finalement, il s'est reparti à la hausse. Parce que c'est peut-être beaucoup plus réfléchi c'est plus éduqué. Et là, en en parlant aussi et en expliquant clairement ce que ça veut dire, parce que peut-être qu'on n'ose pas poser les questions aussi de ce que ça veut dire, parce que à qui on pose les questions, tu vois, à qui on demande à son gynéco, à son médecin, est-ce que ces personnes auraient les réponses, tu vois, c'est toujours un peu difficile de savoir à qui tu peux t'adresser. Moi, c'est ce que je dis toujours, tu vois, la source of truth, c'est les personnes concernées. Et en même temps, les personnes concernées, elles ont chacune un vécu, tu vois. Moi, j'ai un vécu, une autre donneuse va en avoir un autre, une personne née d'un don aura une vision différente. Mais c'est un travail d'éducation aussi. Et donc, du coup, en plus, si on veut s'éduquer, on peut aller sur ton compte Instagram. Cette transition est extraordinaire. Merci beaucoup, oui. Et donc, on peut aller sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ce compte ? Oui, il s'appelle Sacrée Pondeuse. Parce que quand j'ai dit à ma gynéco combien j'avais donné, elle avait dit « Ouh, vous êtes une sacrée pondeuse !» Donc voilà, ça s'appelle comme ça, Sacrée Pondeuse. Et je partage de plus en plus de témoignages de personnes qui ont donné, qui sont nées du don, c'est un gros objectif pour moi, et qui ont bénéficié d'un don. Donc ça, j'y travaille pour faire valoir la parole des personnes concernées, comme je le répète depuis le début. Carrément. Et c'est hyper important. Et si on a besoin de renseignements médicaux, techniques sur comment ça se passe, tu as cité 2 sites tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous les redonner ? Oui, alors c'est jedonnemesovocytes.fr et jedonnemonsperme.fr, qui sont les 2 sites officiels de l'Agence de la biomédecine. Parce que moi, on me pose souvent des questions médicales et je dis toujours, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas ma place. Bah oui, non, mais c'est vrai. Mais bon, comme en plus tu prends cette parole et que tu as justement cette place-là, c'est vrai qu'on va avoir tendance à aller vers toi pour toutes les questions finalement, alors qu'il y a déjà des supports qui peuvent aider. Merci Evelyne, c'était vraiment très très cool, vraiment. C'est une vraie ressource. Si on peut donner peut-être un dernier conseil, c'est que si vous vous posez la question ou que vous avez envie de le faire ou que vous êtes passé par là ou que vous êtes sur le point de le faire, mais en fait, parlez-en avec vos amis autour de vous. Hein. Oui, tout à fait. N'ayez pas peur des repas de famille, n'ayez pas peur des repas entre amis ou des verres en terrasse qui, espérons-le, arriveront un jour avec le temps pour en parler, parce que je pense qu'il n'y a qu'en en parlant qu'on pourra faire avancer les choses et semer des graines autres peut-être que les ovocytes et le sperme, en tout cas des débuts de graines pour dire tiens, j'ai entendu un épisode de podcast qui parlait du don d'ovocytes, j'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton point de vue sur le sujet, pour lancer des discussions à propos de ça, pour peut-être lancer des processus, on ne sait pas. C'est ça. C'est toujours intéressant, de toute façon, plus on en parle, mieux c'est. C'est ça, plus de tabou sur le don de gamètes. 0 tabou sur rien du tout. Ça va être ma nouvelle baseline. Merci beaucoup, Emeline. C'était trop cool. Toi, et puis, on te retrouve sur Insta. Oui. Et merci pour ce travail. Merci pour cette conversation. Merci pour ton partage et les éclairages aussi sur tous les sujets qu'on a abordés. C'était trop cool. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Elise_Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix,
5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.